César, nonchalamment installé dans son trône d'ivoire, ses légions d'acier se mirent en marche pour briser un roi dans une contrée inconnue et une race sans nom. Le champ de Bran. La dague s'abattit en étincelant. Un cri aigu se mua soudain en sanglots étouffés. La silhouette étendue sur l'autel grossier fut parcourue d'un spasme avant de s'immobiliser. Le silex dentelé scia la poitrine ensanglantée. Des doigts maigres et osseux, horriblement maculés, en arrachèrent le cœur, encore palpitant. Sous des sourcils blancs et broussailleux, les yeux vifs brillèrent avec une intense férocité. Outre celui qui venait de faire office de bourreau, 4 hommes se tenaient autour du tas de pierres grossièrement empilées, qui faisait fonction d'autel consacré au dieu des ombres. L'un était de taille moyenne avec une allure élancée et légèrement vêtu. Ses cheveux noirs étaient confinés par un étroit cercle de fer, au centre duquel brillait un unique joyau rouge. Quant aux autres, 2 étaient aussi mats de peau que le premier, mais là où lui était mince, eux étaient trapus et contrefaits, avec des membres noueux et des cheveux emmêlés qui tombaient sur leur front fuyant. Le visage du premier homme dénotait une intelligence certaine et une volonté implacable. Les leurs, rien d'autre qu'une férocité bestiale. Le 4e n'avait pas grand-chose à voir avec les 3 autres. Il les dépassait de près d'une tête, et si sa chevelure était aussi noire que la leur, sa peau était plus claire, et ses yeux gris. Il assistait à ce spectacle sans grande bienveillance. Cormac de Connacht n'était à vrai dire pas très à l'aise. Les rites religieux des druides de son île d'Erin étaient certes sinistres et inquiétants, mais rien de comparable à cela. Des arbres sombres dissimulaient à la vue du monde cette scène macabre, illuminée par une unique torche. À travers les branches soufflait un vent nocturne aux gémissements lugubres. Seul au milieu d'hommes appartenant à une race mystérieuse, Cormac venait de voir un homme se faire arracher le cœur de son corps encore frémissant. À présent, le vieux prêtre, qui semblait à peine humain, examinait fébrilement la chose palpitante. Cormac frissonna, regardant en direction de l'homme au joyau. Bran Mak Morn, roi des Pictes, croyait-il vraiment que ce vieux boucher à barbe blanche pouvait prédire les événements en scrutant un cœur humain sanguinolent ? Les yeux sombres du roi étaient indéchiffrables. Il y avait en cet homme des profondeurs que Cormac était incapable de sonder, lui pas plus qu'un autre. « Les augures sont bons !» s'exclama le prêtre dans un élan sauvage, s'adressant plus aux 2 autres chefs qu'à Bran. « En ce lieu, dans le cœur encore chaud d'un prisonnier romain, j'ai vu la défaite pour les armées de Rome, le triomphe pour les fils de la bruyère. » Les 2 sauvages marmonnèrent quelque chose à voix basse, leurs yeux embrasés d'une lueur féroce. « Allez préparer vos clans pour la bataille, » dit le roi. Les 2 hommes s'éloignèrent lourdement avec la démarche simiesque, chaloupée, caractéristique de tels géants contrefaits. Ne prêtant plus aucune attention au prêtre penché à présent sur l'horrible vestige sanglant qui gisait sur l'autel, Bran fit signe à Cormac de le suivre. Le Gaël lui emboîta le pas avec empressement. Une fois sorti de ce sinistre bosquet et avec les étoiles au-dessus de sa tête, il put respirer plus facilement. Il se trouvait sur une éminence dominant les grandes étendues de bruyère, ondoyant légèrement au vent. À faible distance de là, scintillaient les lueurs de quelques feux, dont la rareté ne laissait en rien présager de la multitude d'hommes de tribu, rassemblés là, dans l'expectative. Au-delà brillaient d'autres feux, et d'autres encore plus loin. Ces derniers marquaient l'emplacement du camp des hommes de Cormac, des Gaëls, tous autant habitués aux rudes chevauchées qu'aux combats féroces. Ils appartenaient à ce groupe qui commençait tout juste à prendre pied sur la côte occidentale de la Calédonie, formant le noyau de ce qui deviendrait plus tard le royaume de Dal Riada. Un 4e cercle de feu brillait à leur gauche. Très loin au sud,
on apercevait les lueurs d'autres feux encore. Ce n'étaient que de simples points lumineux avec la distance, mais le roi Picte et son allié celte pouvaient voir qu'ils étaient disposés en alignement régulier. Les feux des légions, qui ont tracé un chemin de flammes tout autour du monde, murmura Bran. Les hommes qui les allument ont piétiné toutes les races sous leurs talons de fer. Et à présent, c'est nous autres, hommes de la bruyère, qui sommes dos au mur. Qu'adviendra-t-il demain ? Nous aurons la victoire, dit le prêtre, répondit Cormac. Bran eut un geste impatient. Clair de lune sur l'océan, vent qui souffle sur la cime des sapins. Crois-tu que j'accorde quelque crédit que ce soit à de telles mascarades ? Ou que j'ai pris plaisir à voir un légionnaire captif se faire dépecer ? Il me faut raffermir mon peuple. C'est à l'intention de Gronn et de Bocca que j'ai laissé le vieux Gonnar lire les présages. Les guerriers se battront avec plus d'ardeur. Et Gonnar ? Bran éclata de rire. Gonnar est trop vieux pour croire à quoi que ce soit. Il était grand prêtre des ombres une vingtaine d'années avant ma naissance. Il se targue de descendre en droite ligne de ce Gonnar qui était sorcier du temps de Brûle, le tueur à la lance, qui fut le premier de ma lignée. Personne ne connaît son âge. J'ai parfois l'impression qu'il est en fait le premier Gonnar. Au moins, intervint une voix moqueuse. Cormac sursauta comme une silhouette indistincte apparaissait à son côté. Au moins, j'ai appris qu'afin de conserver la foi et la confiance des hommes, un sage doit se faire passer pour un imbécile. Je connais des secrets qui foudroieraient jusqu'à ton esprit, Bran, si je devais les révéler. Mais afin que le peuple me fasse toute confiance, je dois m'abaisser à me livrer à ce qu'il pense être de la véritable magie. Gesticuler, hurler, agiter des peaux de serpent et donner l'air de m'intéresser au sang humain et au foie de poulet. Cormac considéra l'ancien avec un intérêt renouvelé. Ses airs d'individu à moitié fou avaient disparu. Il n'était plus ce charlatan, ce chaman marmonnant des incantations. La lumière des étoiles lui conférait un port majestueux qui semblait accroître jusqu'à sa taille, de telle sorte qu'il ressemblait à un patriarche à barbe blanche. « Bran !» conclut-il. « C'est de là que provient ton doute. » Le bras décharné pointa le 4e cercle de feu. « En effet, acquiesça lugubrement le roi. Cormac, tu le sais aussi bien que moi, la bataille de demain se joue dans ces feux. Avec les chars des Bretons et tes propres cavaliers de l'Ouest, notre succès serait certain. Mais assurément, le diable en personne habite le cœur de chaque homme du Nord. Tu sais comment je les ai pris dans mes filets, et comment ils ont juré de se battre pour moi contre Rome. Et à présent que Rognar, leur chef, est mort, ils jurent qu'ils ne peuvent être dirigés que par un roi de leur propre race. À défaut de quoi, ils rompront leur serment et rallieront les Romains. Sans eux, nous sommes perdus, car il nous est désormais impossible de changer le plan que nous avons établi. « Courage, Bran !» dit Gonnar. « Touche le joyau de ta couronne de fer. Peut-être cela t'aidera-t-il. » Bran eut un rire amer. « Voilà que tu parles à l'image de ce que le peuple pense de toi. Je ne suis pas un sot pour me laisser convaincre par des paroles creuses. Pourquoi mentionnes-tu la gemme ? Elle est étrange, il est vrai, et m'a porté chance jusqu'alors. Mais ce dont j'ai besoin à présent, ce n'est pas de joyaux, mais de la loyauté de 300 germains capricieux, qui sont les seuls guerriers parmi nous à pouvoir soutenir la charge des légions. »« Mais le joyau, Bran, le joyau !» persista Gonnar. « Eh bien quoi, le joyau ?» s'écria Bran impatient. « Il est plus vieux que ce monde. Il était déjà ancien lorsque l'Atlantide et la Lémurie ont sombré dans les flots. Il fut donné à Brûle, le tueur à la lance, premier de ma lignée, par le roi Atlante, Cul de Valusie, à l'aube des temps. Mais à quoi cela peut-il nous servir à présent ? » « Qui sait ?» demanda le sorcier d'une manière ambiguë. « Le temps et l'espace n'existent pas. Il n'y a pas eu de passé, et il n'y aura aucun futur. Le présent est tout. Toutes les choses qui jamais furent, sont et seront, se déroulent maintenant.
L'homme est à jamais au centre de ce que nous appelons le temps et l'espace. J'ai exploré hier et demain. Et tous deux étaient aussi réels qu'aujourd'hui, qui est lui-même pareil au songe de fantômes. Mais laisse-moi dormir pour parler avec Gonnar. Peut-être nous viendra-t-il en aide. Que veut-il dire ? Demanda Cormac avec un léger frémissement de ses épaules, tandis que le prêtre s'éloignait à grands pas et disparaissait entre les ombres. Il a toujours prétendu que le premier Gonnar vient à lui dans ses rêves et qu'il lui parle, Répondit Bran. Je l'ai vu accomplir certaines choses qui semblaient au-delà du commun des humains. Je n'en sais rien. Je ne suis qu'un roi inconnu avec une couronne de fer qui s'efforce de hisser une race de sauvages hors du limon dans lequel elle s'est enfoncée. Allons inspecter les campements. Tout en marchant, Cormac s'interrogeait. Par quel étrange caprice du destin, un homme tel que celui-là avait-il pu s'élever à sa position au sein de cette race de sauvages, les survivants d'une ère plus sombre et sinistre? Assurément, il était un atavisme, une résurgence des Pictes d'antan, de l'époque où ils dominaient toute l'Europe, avant que leur empire primitif s'écroule sous les assauts des épées de bronze des Gaulois. Cormac savait comment Bran avait lutté pour s'arracher à sa condition de fils du chef du clan du Loup, et avait réussi, jusqu'à un certain point, à rallier les tribus de la bruyère autour de lui. Il prétendait désormais la couronne de la Calédonie tout entière, mais son pouvoir était peu assuré, et beaucoup restait à faire avant que les clans Pictes oublient leurs sanglantes querelles intestines et présentent un front solide et uni face à des ennemis étrangers. De l'affrontement du lendemain, la première bataille rangée entre les Pictes rassemblés sous l'autorité de leur roi et les Romains, dépendait le futur du royaume naissant. Bran et son allié traversèrent le campement Picte, où les guerriers basanais étaient étendus pêle-mêle autour de leur petit feu, endormis ou mâchonnant de la nourriture à moitié cuite. Cormac fut impressionné par leur silence. Un millier d'hommes se trouvaient là, et pourtant, les seuls bruits que l'on entendait étaient quelques rares intonations sourdes et gutturales. Le silence de l'âge de pierre habitait l'âme de ces hommes. Tous étaient petits, et la plupart avaient des membres difformes, des gnomes géants. Bran McMorn était grand comparé à eux. Seuls les individus plus âgés portaient la barbe peu fournie, mais leurs cheveux noirs à tous tombaient à hauteur d'yeux, de sorte qu'ils lançaient des regards farouches dessous leur tignasse hirsute. Ils étaient pieds nus et simplement vêtus de peau de loup. Leurs armes se composaient de courtes épées de fer à lame dentelée, d'arcs noirs et pesants, de flèches aux embouts de silex, de fer ou de cuivre, et de maillets à tête de pierre. Ils n'avaient aucune cuirasse pour se protéger, mais simplement un bouclier grossier en bois, recouvert de peau tendue. Nombre d'entre eux avaient fixé des bouts de métal dans leurs tignasses ébouriffées, ce qui leur offrait une légère protection contre les coups d'épée. Quelques rares individus, les fils de longues lignées de chefs, avaient des membres souples et étaient élancés comme Bran, mais dans les yeux de chacun d'entre eux brillait une intarissable férocité de l'être primitif. Ce sont des sauvages à part entière, songea Cormac. Bien plus que les Gaulois, les Bretons et les Germains. Les vieilles légendes disent-elles donc vrai quand elles prétendent qu'ils régnaient à une époque où d'étranges cités se dressaient là où à présent déferle la mer? Qu'ils ont survécu au déluge qui a englouti ces empires étincelants pour sombrer de nouveau dans la sauvagerie dont ils s'étaient autrefois extraits? Près du campement des Pictes se trouvaient les feux d'un groupe de Bretons, membres des féroces tribus qui vivaient au sud du mur romain et qui s'aventuraient dans les collines et les forêts de l'ouest, d'où ils défiaient le pouvoir de Rome. Puissants étaient ces hommes, avec des yeux d'un bleu flamboyant et des tignasses de cheveux blonds ébouriffés. De la trempe de ceux qui avaient surgi sur les plages de Cantus, lorsque César avait fait débarquer ses aigles sur les îles. Tout comme les Pictes, ils n'avaient pas d'armure, et leurs vêtements se réduisaient à des étoffes grossières et des sandales en peau de daim. Ils étaient armés de petits boucliers ronds en bois dur, renforcés de bronze, qu'ils portaient au bras gauche, et d'épées de bronze également, longues et massives, aux pointes émoussées. Même si les Bretons étaient de piètres archers,
quelques-uns avaient des arcs, plus petits que ceux des Pictes et efficaces seulement à courte portée. Mais, alignés aux abords des feux, se trouvaient les armes qui avaient rendu le nom de Breton synonyme de terreur aux yeux des Pictes, des Romains et des pillards nordiques. Dans le cercle lumineux des feux se trouvaient 50 chars de bronze, dont les longues et redoutables lames incurvées saillaient de chaque côté. Chacune de ces lames pouvait démembrer une demi-douzaine d'hommes à la fois. Attachés à proximité, sous les yeux vigilants de leurs gardes, paissaient les chevaux d'attelage massifs, rapides et robustes. « Si seulement nous en avions encore plus !» s'exclama Bran. « Avec 1 millier de chars et mes archers, je pourrais rejeter les légions à la mer. » Les tribus libres de Bretagne finiront par tomber sous les assauts de Rome, dit Cormac. Il serait logique qu'ils se précipitent pour se rallier à toi dans ta guerre. Bran eut un geste d'impuissance. L'inconstance du Celte. Ils sont incapables d'oublier les anciennes querelles. Nos anciens nous ont expliqué qu'ils n'avaient même pas voulu faire d'alliance contre César lorsque les premiers Romains étaient arrivés. Ils ne s'uniront pas pour faire face à un ennemi commun. Ces hommes se sont ralliés à moi en raison de quelques disputes avec leur chef. Mais je ne peux pas compter sur eux, sauf lorsqu'ils sont en train de livrer bataille. Cormac acquiesça. Je sais, César a conquis la Gaule en montant les tribus les unes contre les autres. Mon propre peuple est de nature inconstante, changeant d'humeur au gré du flux et du reflux des marais. Mais de tous les Celtes, ce sont les Kimri qui sont les plus instables et les moins fiables. Il y a quelques siècles seulement de cela, les ancêtres gaéliques ont arraché Erin aux Danans Kimric. Car même s'ils nous étaient supérieurs en nombre, ils se sont opposés séparément à nous, plutôt que de faire front en tant que nation. Il en va de même pour ces Bretons Kimric, qui luttent contre Rome, dit Bran. Ceux-ci nous aideront demain. Ce qu'il adviendra ensuite, je ne saurais le dire. Mais comment puis-je m'attendre que des tribus étrangères me soient loyales, alors que je ne suis même pas sûr de mon propre peuple? Des milliers d'entre eux rôdent dans les collines, où ils se tiennent à l'écart. Je n'ai de roi que le titre. Que je remporte la victoire demain, et ils se rallieront à ma bannière. Mais si je devais perdre, ils se disperseront comme des oiseaux fuyant un vent glacial. Un concert de salutations rauques accueillit les deux chefs au moment où ils entrèrent dans le campement des Gaëls de Cormac. Ils étaient au nombre de 500, des hommes grands et robustes, pour la plupart aux cheveux noirs et aux yeux gris, ayant l'allure d'individus qui ne vivaient que par la guerre. Même s'il n'y avait aucune discipline stricte, une certaine forme d'organisation pratique semblait apparente dans leurs rangs, bien plus que dans ceux des Pictes et des Bretons. Ces hommes appartenaient à la dernière race celte à avoir envahi les îles, et leur civilisation barbare était nettement plus avancée que celle de leurs cousins Kimric. Les ancêtres des Gaëls avaient appris les arts de la guerre sur les vastes plaines de Scythie, et à la cour des pharaons où ils s'étaient battus en tant que mercenaires pour le compte de l'Égypte. Ils avaient apporté avec eux en Irlande une grande partie de ce qu'ils y avaient appris. Experts dans le travail des métaux, ils étaient armés non d'épées de bronze peu maniables, mais d'armes en fer d'excellente qualité. Ils étaient vêtus de kilts finement tissés et de sandales de cuir, mais leur protection se limitait à une légère cotte de maille et à un casque sans visière. Les Celtes, qu'ils soient Gaëls ou Bretons, étaient enclins à juger la bravoure d'un homme en fonction de la cuirasse qu'il portait. Les Bretons qui luttaient contre César tenaient les Romains pour des lâches parce que ceux-ci étaient recouverts de métal. Des siècles plus tard, les clans irlandais devaient penser la même chose des chevaliers normands, en armure de strongbow. Les guerriers de Cormac étaient des cavaliers. Ils ne connaissaient rien à l'usage de l'arc, arme qu'ils méprisaient. Ils portaient l'inévitable bouclier rond renforcé de métal, des poignards, de longues épées droites et des haches légères à une main. Leurs chevaux étaient attachés et paissaient non loin de là. Des animaux bien charpentés, pas aussi massifs que ceux élevés par les Bretons, mais plus rapides. Ces hommes sont des oiseaux de guerre au bec acéré. Vois comme ils affûtent leurs haches et plaisantent de deux mains. Si seulement les pillards de ce camp là-bas étaient aussi hardis que tes hommes, Cormac, alors je pourrais accueillir les légions en riant
au moment où elles surviendront du sud demain. Ils entraient à présent dans le cercle des feux des hommes du Nord. 300 guerriers étaient assis un peu partout, affûtant leurs armes, buvant à grands traits l'âle de bruyère que leurs alliés pictes leur avaient apporté. Ils regardèrent Bran et Cormac sans grande bienveillance. Il était frappant de noter la différence entre ceux-ci d'une part et les Pictes et les Celtes d'autre part. Différence dans leurs yeux froids, dans leurs visages carrés et pensifs, et jusqu'à leurs pores. On y lisait de la férocité, de la sauvagerie, mais rien de la fureur sauvage du Celte qui se déchaîne avec passion. Leur férocité était soutenue par une détermination farouche et une nature entêtée que rien ne saurait émouvoir. La charge des clans bretons était quelque chose de terrible, d'irrésistible, mais ils n'avaient aucune patience. Qu'on les prive d'une victoire soudaine, et ils étaient susceptibles de se décourager et de s'éparpiller, ou de se mettre à se quereller. Il y avait au contraire toute la patience du Nord froid et bleuté chez ces coureurs des mers, une détermination inflexible qui les faisait tenir le cap jusqu'au bout, une fois leur visage tourné vers un objectif précis. Sur un plan physique, c'étaient des géants, massifs mais élancés. Qu'ils ne partagent pas les idées des Celtes quant aux armures était évident, au vu des lourdes côtes de mailles qui leur tombaient jusqu'à mi-cuisse, de leurs imposants casques à cornes et à leurs jambières de cuir durcies, renforcées tout comme leurs chaussures de plaques de fer. Leurs boucliers ovales étaient énormes, faits de bois dur, de peau tendue et de cuivre. Quant à leurs armes, ils avaient de longues lances à pointe de fer, de lourdes haches de fer et des épées. Quelques-uns portaient de longues épées à larges lames. Cormac ne se sentit guère à l'aise en sentant les yeux froids et magnétiques de ces hommes aux cheveux blonds rivés sur lui. Lui et eux étaient des ennemis héréditaires, même si pour l'heure, il se trouvait qu'ils étaient dans le même camp. Mais était-ce bien le cas ? Un grand guerrier décharné s'avança. La lueur vacillante des flammes vint se refléter sur son visage carnassier et balafré, dessinant les contours d'ombre profondes. Avec son manteau en peau de loup négligemment passé sur ses larges épaules et les grandes cornes de son casque qui augmentaient encore sa taille, il s'immobilisa dans les ombres mouvantes, tel quelque créature à moitié humaine, ruminant ses sombres pensées, incarnation de la barbarie la plus noire qui allait bientôt recouvrir le monde. « Eh bien, Wulfer, dit le roi Picte, tu as bu l'hydromel du conseil et tu as parlé autour des feux. Quelle est ta décision ?» Les yeux du Nordique étincelèrent dans la pénombre. « Donne-nous un roi de notre propre race pour nous conduire, si tu souhaites que nous nous battions pour toi. » Bran écarta les mains. « Autant me demander de décrocher les étoiles pour en consteller vos casques. Tes compagnons ne te suivront-ils pas ?»« Pas contre les légions, » répondit Wulfer sur un ton mauvais. Un roi nous a menés tout le long de la voie viking. Un roi doit nous mener à la bataille contre les Romains. Et Rognar est mort. « Je suis roi, dit Bran. Vous battrez-vous pour moi si je me tiens à la pointe de votre formation de combat ?» Un roi de notre propre race, dit Wulfer avec entêtement. Nous sommes tous des guerriers d'élite du Nord. Nous ne nous battons pour personne sauf un roi. Et un roi doit nous mener à la bataille contre les légions. Cormac sentit une sourde menace dans la répétition de cette expression. « Voici un prince d'Erin, dit Bran. Combattrez-vous pour cet homme de l'Ouest ?» Nous ne combattons pas pour un Celte, qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest. Et un grondement d'approbation monta des rangs de ceux qui assistaient à la scène. C'est déjà assez de se battre à leur côté. Le sang gaélique impétueux de Cormac se mit à bouillir, et il dépassa Bran, une main posée sur son épée. « Que veux-tu dire par là, pirate ?» Avant que Wulfer puisse répondre, Bran s'interposa. « Il suffit, insensé. Allez-vous donc réduire à néant nos chances de l'emporter avant même que la bataille soit engagée du fait de votre folie ? Que fais-tu de ton serment, Wulfer ? Nous avons prêté ce serment quand Rognar nous conduisait. Lorsqu'il est tombé sous une flèche romaine, nous en avons été délivrés. Nous suivrons seulement un roi contre les légions. » « Mais tes compagnons te suivront contre le peuple de la bruyère !» aboya Bran.
Oui, lui répondit le Nordique, en soutenant effrontément son regard. Envoie-nous un roi, sinon, demain nous nous rallierons aux Romains. Bran émit un grondement rageur. Dans sa furie, il dominait la scène, rapetissant les hommes gigantesques qui le dépassaient par la taille. Traître, menteur, vos vies sont entre mes mains. Oui, dégainez vos épées si vous le voulez. Cormac, laisse ta lame dans son fourreau. Ces loups ne mordront pas un roi. Vulfer, j'ai épargné vos vies alors que j'aurais pu les prendre. Vous êtes venus pour dévaster les contrées méridionales, surgissant de la mer du Nord dans vos navires. Vous avez ravagé les côtes, et la fumée des villages en flammes flottait comme un nuage au-dessus des rivages de la Calédonie. Je vous ai tous capturés alors que vous étiez en train de piller et d'incendier. Avec le sang de mon peuple sur vos mains, j'ai brûlé vos longs navires et vous ai tendu une embuscade quand vous reveniez vers eux. Avec 3 fois votre nombre d'archers, brûlant du désir de prendre vos vies, cachés dans les collines de bruyère, tout autour de vous. Je vous ai épargné alors que nous aurions pu vous décimer tels des loups pris au piège. Et parce que je vous ai épargné, vous avez juré de me suivre et de vous battre pour moi. Et nous devrions mourir parce que les Pictes se battent contre Rome, grommela un pillard barbu. Vos vies m'appartiennent. Vous êtes venus piller le sud. Je n'ai jamais promis de vous renvoyer dans vos demeures du nord sains et saufs, et les bras chargés de butin. C'est vous qui avez juré de livrer une bataille contre Rome sous ma bannière. J'aiderai ensuite ceux d'entre vous qui auront survécu à construire des navires, et vous pourrez partir où bon vous semble, avec une bonne part du butin que nous prendrons aux légions. Rognar aurait tenu serment, mais Rognar est mort au cours d'une escarmouche avec des éclaireurs romains. Et à présent, toi, Vulfer, le semeur de discorde, tu encourages tes compagnons à se déshonorer en faisant ce que tout homme du Nord déteste. Renier la parole donnée. Nous ne brisons aucun serment, ragea le Viking. Le roi sentit l'entêtement typique du Germain, bien plus difficile à vaincre que l'inconstance des bouillants Celtes. Donne-nous un roi, poursuivit Vulfer, qui ne soit ni Picte, ni Gaël, ni Breton, et nous mourrons pour toi. Sinon, eh bien demain nous nous battrons pour le plus grand de tous les rois, l'empereur de Rome. L'espace d'un instant, Cormac crut que le roi Picte, dans sa rage noire, allait dégainer et terrasser l'homme du Nord d'un coup d'épée. La fureur contenue qui flamboyait dans les yeux sombres de Bran amena Vulfer à reculer craintivement et à porter une main à sa ceinture. « Imbécile !» dit MacMorne d'une voix grave qui vibrait de passion. « Je pourrais vous balayer de la surface de la terre avant que les Romains soient suffisamment proches pour entendre vos hurlements d'agonie. Choisis, battez-vous pour moi demain, ou mourrez ce soir sous un nuage noir de flèches, une tempête écarlate d'épées et une vague sombre de chars. » À la mention des chars, la seule arme de guerre qui ait jamais réussi à briser le mur de bouclier des rangs nordiques, l'expression de Vulfer s'altéra. Mais il campa sur ses positions. « Alors ce sera la guerre, dit-il obstinément, ou un roi pour nous conduire. » Les hommes du Nord accueillirent ces propos par un rugissement aussi bref que profond, et en frappant leurs boucliers de leurs épées. Bran, le regard fulminant, était sur le point de parler de nouveau lorsqu'une forme blanche se glissa silencieusement dans le cercle de flammes. « Du calme, dit le vieux Gonnar sur un ton égal. Mon roi, ne dis pas un mot de plus. Vulfer, toi et tes hommes, vous battrez-vous pour nous si vous avez un roi pour vous mener? Nous avons juré. Alors soyez tranquille, déclara le sorcier. Car avant que la bataille s'engage demain, je vous enverrai un roi tel qu'aucun homme sur terre n'en a suivi depuis 100 000 ans. Un roi qui n'est ni Picte, ni Gaël, ni Breton, mais pour qui l'empereur de Rome fait figure de chef de village. Tandis qu'il restait là indécis, Gonnar prit Bran et Cormac par le bras. « Venez. Et vous, hommes du Nord, rappelez-vous de votre serment, et n'oubliez pas que je tiens toujours mes promesses. Dormez à présent,
Et ne songez pas à vous enfuir à la faveur des ténèbres pour gagner le camp romain, car même si vous évitez nos flèches, vous n'échapperez pas à ma malédiction, ni aux soupçons des légionnaires. » Et sur ces mots, les 3 hommes s'éloignèrent. Cormac, regardant par-dessus son épaule, vit Wulfer qui se tenait près du feu, faisant courir ses doigts dans sa barbe blonde, un air de colère, teinté de perplexité sur son visage émacié et mauvais. Les 3 hommes marchaient en silence à travers la bruyère ondoyante, sous les étoiles lointaines, et l'étrange vent nocturne chuchotait ses secrets spectraux autour d'eux. « Il y a bien longtemps de cela, » déclara soudain le sorcier. « lorsque le monde était jeune, de grandes terres se dressaient là où à présent rugit l'océan. De puissantes nations et de grands royaumes y prospéraient. Le plus majestueux était la Valusie, pays d'enchantement. Rome n'est qu'un village comparé à la splendeur des villes de Valusie. Le plus grand roi d'entre tous était Cule, qui était venu de l'Atlantide pour arracher la couronne de Valusie des mains d'une dynastie dégénérée. Les Pictes qui vivaient dans les îles qui forment à présent les sommets montagneux d'une étrange contrée sur l'océan occidental étaient les alliés de la Valusie. Et le plus grand de tous les chefs de guerre Pictes était Brûle, le tueur à la lance, premier de la lignée des MacMorn. Cule donna à Brûle le joyau que tu portes à présent sur ta couronne de fer, ô roi, après une étrange bataille dans une contrée mystérieuse. Et ce joyau est parvenu jusqu'à nous, à travers les siècles, emblème éternel des MacMorn et symbole de la grandeur passée. Quand la mer finit par se soulever pour engloutir la Valusie, l'Atlantide et la Lémurie, seuls quelques Pictes dispersés et peu nombreux en réchappèrent. Et pourtant, ils entreprirent de nouveau la lente ascension. Et même si nombre des arts de la civilisation avaient été perdus lors du grand déluge, ils parvinrent à progresser. Ils ne savaient plus comment travailler le fer, alors ils se surpassèrent avec le silex. Ils régnèrent sur toutes les terres que la mer avait fait surgir et que l'on appelle désormais Europe, jusqu'au jour où des tribus nouvelles surgirent du nord. Ces peuplades n'étaient guère plus avancées que des singes du temps de la gloire de la Valusie. Habitant dans les régions glacées autour du pôle, ils ne connaissaient rien de la splendeur perdue de cet empire, et pas grand-chose du déluge qui avait emporté la moitié d'un monde. Et ils ont continué à venir, les Ariens, les Celtes, les Germains, déferlant depuis le grand berceau de leur race qui se trouve près du pôle. C'est ainsi que la croissance de la nation Picte fut une nouvelle fois interrompue, et que nous fûmes précipités dans la sauvagerie. Rayés de la surface de la terre, acculés au bout du monde, nous nous battons. Le dernier combat d'une race autrefois puissante se livre ici, en Calédonie, et nous changeons. Notre peuple s'est uni avec les sauvages d'une époque plus ancienne encore, que nous avions chassés vers le nord, en arrivant sur les îles. Et à présent, à l'exception de leurs chefs tels que toi, Bran, les Pictes sont devenus des créatures étranges et repoussantes. « Oui, tout cela est vrai, » dit le roi sur un ton impatient. « mais qu'est-ce que cela a à faire ?» « Cule, le roi de Valusie, » dit le sorcier imperturbablement, « était un barbare de son époque, comme tu l'es dans la tienne, même s'il régnait sur un puissant empire par le poids de son épée. Gonnar, l'ami de Brûle, le premier de tous tes ancêtres, est mort depuis 100 000 ans, comme nous calculons le temps. Et pourtant, je me suis entretenu avec lui, il y a moins d'1 heure de cela. » « Tu as parlé avec son fantôme. » Ou lui avec le mien? Ai-je voyagé 100 000 ans dans le passé? Ou est-ce lui qui a voyagé dans son futur? S'il est venu à moi depuis le passé, ce n'est pas moi qui ai parlé avec un homme mort, mais lui qui a parlé avec un homme qui n'était pas encore né. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un pour un sage. J'ai parlé à Gonnar quand il était vivant, et moi aussi j'étais vivant. Dans une contrée hors du temps et hors de l'espace, nous nous sommes rencontrés, et il m'a dit beaucoup de choses. Le paysage s'éclairait peu à peu avec l'aube naissante. La bruyère ondoyait et ployait en longues rangées sous le vent matinal, comme si elle s'inclinait pour rendre hommage au soleil levant. Le joyau de ta couronne est un aimant qui exerce son attraction à travers les âges, dit Gonnar. Le soleil se lève. Et qui surgit du soleil levant?
Cormac et le roi sursautèrent. Le soleil commençait à poindre au-dessus des collines à l'est, et en plein dans l'éclat de son orbe rougeoyant, un homme surgit soudain, se détachant nettement sur l'auréole ambrée. Il ne l'avait pas vu arriver. Nimbé d'or dans la naissance du jour, il paraissait colossal, tel un dieu gigantesque surgi de l'aube de la création. À présent, comme il s'avançait vers eux à grands pas, les soldats qui se réveillaient l'aperçurent et poussèrent un grand cri étonné. « De qui ou de quoi s'agit-il » s'exclama Bran. « Allons à sa rencontre, Bran, » répondit le sorcier. « C'est le roi que Gonnar a envoyé pour sauver le peuple de Brûle. » Je ne suis arrivé en ces terres que nouvellement, venu d'une Tulée aussi lointaine que nébuleuse, d'une contrée étrange et sauvage qui gît, sublime, hors de l'espace et hors du temps. Edgar Allan Poe. Les troupes se turent comme Bran, Cormac et Gonnar se dirigeaient vers l'étranger qui s'avançait en de longues et souples foulées. Alors qu'il s'approchait de lui, l'illusion de taille monstrueuse disparut, même si l'homme était de stature imposante. Dans un premier temps, Cormac crut qu'il s'agissait d'un homme du Nord, mais un second coup d'œil lui apprit qu'il n'avait jamais vu un tel homme. Il était bâti comme les Vikings, à la fois massif et souple, pareil à un tigre. Mais ses traits étaient différents des leurs. Et sa crinière léonine, coupée au carré, était aussi noire que celle de Bran. Dessous ses sourcils épais luisaient des yeux gris acier, aussi froids que de la glace. Son visage de bronze, énergique et impénétrable, était rasé de près. Son grand front dénotait une vive intelligence. Ses mâchoires fermes et ses lèvres, de la volonté et du courage. Mais plus que tout, c'était la façon inconsciente qu'il avait de se tenir, son port léonin, qui trahissait le roi en lui, le meneur d'hommes nés. Il avait des sandales de curieuse facture aux pieds, et portait une étrange côte de mailles souple, qui lui arrivait presque aux genoux. Une ceinture large munie d'une grande boucle dorée était passée autour de sa taille, soutenant une épée longue et droite, rangée dans un imposant fourreau de cuir. Ses cheveux étaient confinés par un lourd bandeau d'or posé sur son front. Tel était l'homme qui s'immobilisa devant le groupe silencieux. Il semblait légèrement intrigué et assez amusé. Une lueur de reconnaissance illumina brièvement son regard, et il prit la parole, s'exprimant dans un picte archaïque et étrange, que Cormac eut du mal à comprendre. Sa voix était grave et sonore. « Ah, Brûle, Gonnar ne m'avait pas dit que je rêverais de toi !» Pour la première fois de sa vie, Cormac vit le roi Picte complètement décontenancé. Celui-ci resta bouche bée et silencieux. L'étranger poursuivit. « Et la gemme que je t'ai donnée, elle est posée sur l'anneau qui ceint ta tête ? La nuit dernière, tu l'as portée sur une bague passée à ton doigt. » « La nuit dernière ?» octa Bran. « La nuit dernière ou il y a 100 000 ans, c'est la même chose. » murmura Gonnar, qui s'amusait visiblement de la situation. « Je ne suis pas Brûle, » répondit Bran. « Es-tu fou de parler ainsi d'un homme mort il y a 100 000 ans ? Il était le premier de ma lignée. » L'inconnu éclata soudain de rire. « Bon, maintenant, je sais que je suis en train de rêver. Cela me fera une histoire à raconter à Brûle, quand je me réveillerai demain matin. Que je suis allé dans le futur et que j'y ai vu des hommes qui se targuent de descendre du tueur à la lance, alors qu'il n'est pas encore marié. Non, tu n'es pas Brûle, je le vois à présent, même si tu as ses yeux et que ton allure est identique. Mais il est plus grand et plus large d'épaules, et pourtant tu as ce joyau. Oh, à quoi bon ? Tout peut arriver dans un rêve, donc je ne vais pas te chercher querelle. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais été transporté dans quelque autre contrée, dans mon sommeil, et qu'à mon réveil, je m'étais effectivement retrouvé dans un pays inconnu, car c'est le rêve le plus net que j'ai jamais fait. Qui es-tu ? Je suis Bran MacMorn, roi des Pictes de Calédonie. L'ancien que voilà est Gonnar, un sorcier de la lignée de Gonnar.
Et ce guerrier est Cormac Naconact, un prince de l'île d'Erin. L'étranger secoua lentement sa tête léonine. Ces mots résonnent étrangement à mes oreilles. Excepté le nom de Gonnar. Et celui-là n'est pas Gonnar, même si lui aussi est âgé. Quel est ce pays ? Calédon, ou Alba, comme l'appellent les Gaëls. Et qui sont ces guerriers trapus et simiesques qui me regardent de là-bas, l'air tout ébahi ? Ce sont les Pictes qui reconnaissent mon autorité. Comme les gens sont étrangement difformes dans les rêves, marmonna l'étranger. Et qui sont ces hommes aux chevelures hirsutes près des chars ? Ce sont des Bretons, des Kimri venus du sud du mur. Quel mur ? Le mur érigé par Rome afin de maintenir le peuple de la Bruyère hors de la Bretagne. La Bretagne ? Dit-il sur un ton curieux. Je n'ai jamais entendu parler de ce pays. Et qu'est-ce que Rome ? Quoi ? S'écria Bran. Tu n'as jamais entendu parler de Rome, l'empire qui exerce son emprise sur le monde entier ? Aucun empire ne domine le monde, répondit l'autre sur un ton dédaigneux. Le plus puissant royaume sur terre est celui sur lequel je règne. Et qui es-tu ? Cul d'Atlantide, roi de Valusie. Cormac sentit un frisson couler le long de son échine. Les yeux gris et froids ne sciaient pas. Ceci était incroyable, monstrueux, surnaturel. La Valusie ! S'écria Bran. Mais voyons, l'ami, les vagues de l'océan recouvrent les plus hautes flèches de la Valusie depuis des siècles innombrables. Cul éclata de rire sur le champ. Quel cauchemar insensé que celui-là ! Lorsque Gonnar a jeté sur moi le sort du profond sommeil la nuit dernière, ou cette nuit, dans la pièce secrète du palais intérieur, il m'a prévenu que je ferais des rêves étonnants. Mais ceci est plus incroyable que ce que j'aurais imaginé. Et le plus étrange dans tout cela, c'est que je sais que je rêve. Gonnar s'interposa au moment où Bran allait prendre la parole. « Ne remets pas en question les actes des dieux, » murmura le sorcier. « Tu es roi parce que dans le passé tu as su voir et saisir les occasions. Les dieux, ou le premier Gonnar, t'ont envoyé cet homme. Laisse-moi lui parler. » Bran acquiesça, et tandis que l'armée assistait à cette scène dans un silence médusé teinté d'incompréhension, Gonnar prit la parole, juste à portée de voix. « Ô grand roi, tu rêves, mais la vie entière n'est-elle pas un songe ? Comment peux-tu être certain que ta vie antérieure n'était pas un rêve dont tu viens juste de te réveiller ? Il se trouve que nous autres, habitants du rêve, avons nos guerres et nos périodes de paix, et qu'en cet instant, une grande armée arrive du sud pour anéantir le peuple de Brûle. Nous aideras-tu ? » Cul eut un sourire de joie sincère. « Oui, il m'est déjà arrivé de livrer des batailles dans mes rêves, de tuer et d'être tué, et quand je me réveillais de mes visions, j'étais étonné. Et parfois, comme c'est le cas en ce moment, j'ai fait des rêves en sachant que je rêvais. Regarde, je me pince et je le sens. Mais je sais que je rêve, car j'ai déjà ressenti la douleur de terribles blessures dans mes rêves. Oui, habitants de mon rêve, je combattrai pour vous, et affronterai les autres habitants du rêve. Où sont-ils ? Afin que tu puisses prendre encore plus de plaisir à ton rêve, ajouta subtilement le sorcier. Oublie qu'il s'agit d'un rêve, et fais comme si, par la magie du premier Gonnar, et grâce aux qualités du joyau que tu as donné à Brûle, et qui à présent brille sur la couronne des Morny, fais comme si tu avais été réellement transporté en avant, dans une autre époque, plus sauvage, dans laquelle le peuple de Brûle se bat pour sa survie, contre un ennemi plus puissant. Pendant quelques instants, l'homme qui se déclarait roi de Valusie parut surpris. Une étrange expression de doute, presque de peur, voila son regard. Puis il éclata de rire. « Soit ! Je te suis, sorcier !» Mais ce fut Bran qui prit la situation en main. Il était de nouveau maître de lui-même et était détendu. Qu'il pense comme Cormac, que tout ceci n'était qu'une gigantesque supercherie orchestrée par Gonnar, ou pas, il n'en laissait rien paraître. « Roi Cul, vois-tu ces guerriers là-bas, qui s'appuient sur les longs manches de leurs haches, tandis qu'ils ont les yeux rivés sur toi ? Les grands hommes à la barbe et à la chevelure dorée ? Oui, notre succès dans la bataille à venir repose sur eux. Ils jurent qu'ils vont passer à l'ennemi
si nous ne leur donnons pas un roi pour les mener, le leur ayant été tué. Les conduiras-tu à la bataille? Les yeux de Kull brillèrent d'appréciation. Ils sont de la même trempe que mes propres tueurs rouges, mon régiment d'élite. Je les conduirai. Alors viens. Le petit groupe descendit la pente, s'avançant au milieu des grappes de guerriers qui se bousculaient, afin d'avoir un meilleur aperçu de l'étranger. Puis ils refluèrent comme ils s'approchaient. La horde fut parcourue par un murmure sourd et tendu. Les hommes du Nord restaient à part, formant un groupe compact. Ils jaugèrent Kull de leurs yeux froids, et celui-ci soutint leur regard, tout en notant chaque détail de leur apparence. « Wulfer, dit Bran, nous t'avons apporté un roi. Je te rappelle ton serment. » « Laisse-le s'adresser directement à nous, » rétorqua le Viking sur un ton cassant. « Il ne connaît pas votre langue, » répondit Bran, sachant que les Nordiques ne savaient rien des légendes de sa race. « C'est un grand roi dans le sud. »« Il vient du passé, » l'interrompit calmement le sorcier. « C'était le plus grand de tous les rois, il y a bien longtemps de cela. » « Un homme mort !» Les Vikings s'agitèrent, mal à l'aise, et le reste de la horde se pressa en avant, buvant chaque mot de la conversation. Wulfer poursuivit d'un air dédaigneux. « Un fantôme pour conduire les vivants. Tu nous amènes un homme que tu dis être mort. Nous ne suivrons pas un cadavre. »« Wulfer, dit Bran, contenant sa fureur. Tu es un menteur et un traître. Tu nous fixes cette condition, persuadé qu'elle sera impossible à remplir. Tu meurs d'envie de te battre pour les aigles de Rome. Nous t'avons donné un roi qui n'est ni Picte, ni Gaël, ni Breton, et tu te parjures. » « Qu'il se batte en duel contre moi alors !» hurla Wulfer, en proie à une rage incontrôlable et faisant tournoyer sa hache autour de sa tête en un arc étincelant. « Si ton cadavre parvient à me vaincre, alors mes hommes te suivront. Si je l'emporte, tu nous laisseras partir en paix vers le campement des légions. »« Bien, » déclara le sorcier. « Êtes-vous d'accord, loup du Nord ?» Un hurlement féroce et des épées brandies furent la seule réponse à sa question. Bran se tourna vers Kull, qui était resté silencieux, ne comprenant rien aux propos échangés. Mais les yeux de l'Atlante luisaient. Cormac pressentit que ses yeux froids avaient déjà assisté à trop de scènes semblables pour qu'il ne puisse pas comprendre, au moins en partie, ce qui se tramait. « Ce guerrier dit que tu dois le combattre, pour savoir lequel de vous deux conduira les hommes, » dit Bran. Kull, dont les yeux brillaient de plus en plus à l'idée du duel imminent, acquiesça. « Je l'avais compris. Faites-nous de la place. »« Un casque et un bouclier !» s'écria Bran. Mais Kull secoua la tête. « Je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre, » grogna-t-il. « Arrière, et laissez-nous suffisamment d'espace pour que nous puissions manier nos lames. » Les guerriers refluèrent de tous côtés, se pressant les uns contre les autres pour former un cercle compact autour des deux hommes, qui à présent s'approchaient précautionneusement l'un de l'autre. Kull avait dégainé son épée, et la grande lame scintillait telle une chose vivante dans sa main. Wulfer, qu'une centaine de batailles avaient couturé de cicatrices, jeta au loin son manteau en peau de loup, et s'approcha prudemment, dardant son regard féroce par-dessus le bord de son bouclier brandi, tenant sa hache à moitié levée dans sa main droite. Soudain, alors que les guerriers étaient encore à plusieurs pas l'un de l'autre, Kull s'avança. Son assaut arracha un hoquet de surprise à des hommes pourtant habitués aux prouesses. Car tel un tigre qui passe à l'attaque, il avait bondi dans les airs, et son arme avait résonné sur le bouclier que Wulfer avait brandi en hâte. Des étincelles volèrent, et la hache de Wulfer s'abattit. Mais Kull se pencha et esquiva. Alors que l'arme sifflait au-dessus de sa tête, le roi frappa vers le haut et bondit pour se mettre à l'écart, à la façon d'un félin. Ses mouvements avaient été trop rapides pour que l'œil puisse suivre. La partie supérieure du bouclier de Wulfer était largement fendue et sa côte de maille était déchirée sur une grande longueur, là où l'épée de Kull avait manqué de peu de s'enfoncer dans la chair en dessous. Cormac, vibrant d'une terrible exaltation à la vue de ce combat, s'émerveilla de cette épée capable de traverser de la sorte une côte de maille. Et le coup qui avait entamé le bouclier aurait dû faire voler la lame en éclats. Pourtant,
L'acier valusien n'était même pas ébréché. Assurément, cette lame n'avait pu être forgée que par un autre peuple, et dans une autre époque. À présent, les deux géants bondissaient de nouveau à l'assaut, et leurs armes s'entrechoquèrent tels des éclairs de foudre. Le bouclier des Wulfers tomba de son bras en 2 morceaux, comme l'épée de l'Atlante le sectionnait de part en part. Kul chancela au moment où la hache de l'homme du Nord, brandie de toute la force de son puissant corps, s'abattait sur le bandeau en or qui saignait la tête de son adversaire. Ce coup aurait dû traverser le métal comme du beurre et fracasser le crâne en dessous. Mais la hache rebondit, révélant une grande entaille sur le fil de celle-ci. L'instant d'après, le Nordique était submergé par un tourbillon d'acier, une véritable tempête de coups, délivrée avec tant de rapidité et de force qu'il fut repoussé comme sur la crête d'une vague, incapable de prendre l'offensive. Mettant toute son habileté et sa longue expérience à contribution, il tenta de parer l'acier chantant avec sa hache. Il parvint à dévier un instant la lame sifflante qui sectionnait des portions de sa côte de maille, tant les coups s'abattaient près de lui. L'une des cornes vola de son casque, puis ce fut au tour de la tête de sa hache de tomber. La lame qui venait de sectionner le manche s'enfonça à travers le casque du viking, mordant le cuir chevelu. Wulfer fut projeté sur ses genoux, un filet de sang s'écoulant de son visage. Kul retint le second coup, puis, jetant son épée à Cormac, se tint sans armes face au Nordique hébété. Les yeux de l'Atlante flamboyaient d'une joie féroce, et il rugit quelque chose dans une langue étrange. Wulfer ramassa ses jambes sous lui et se redressa d'un bond, grognant tel un loup, avant de faire jaillir une dague étincelante dans sa main. La horde des spectateurs donna de la voix en un cri qui fendit les cieux comme les 2 corps s'écrasaient l'un contre l'autre. Kul tenta en vain de saisir le poignet de l'homme du Nord, mais lorsque celui-ci frappa soudain, avec l'énergie du désespoir, la dague se brisa net sur les mailles de l'Atlante. Laissant tomber la poignée inutile, Wulfer saisit son adversaire à bras-le-corps, à la façon d'un ours, en une prise qui aurait broyé les côtes d'un homme moins robuste. Kul eut un rictus de tigre et se saisit à son tour de son ennemi. Pendant quelques instants, les 2 hommes vacillèrent sur leurs pieds. Lentement, le guerrier à la noire chevelure fit ployer son adversaire en arrière, jusqu'à ce qu'il semble que sa colonne vertébrale soit sur le point de céder. Avec un hurlement qui n'avait rien d'humain, Wulfer griffa frénétiquement le visage de Kul, essayant de lui arracher les yeux. Puis il tourna la tête, et avec un claquement sec, il enfonça des dents pareilles à des crocs dans le bras de l'Atlante. Une grande clameur s'éleva, comme un filet de sang jaillissait. « Il saigne! Il saigne! Ce n'est pas un fantôme, en fin de compte, mais un mortel !» Hors de lui, Kul changea sa prise, écartant violemment Wulfer, à qui il asséna un coup terrifiant de la main droite, sous l'oreille. Le viking atterrit sur le dos à une 12aine de pas de là. Poussant un hurlement de sauvage, il bondit sur ses pieds, tenant une pierre dans sa main, et jeta celle-ci de toutes ses forces. Seule la vitesse incroyable de Kul épargna son visage. De fait, l'arête du missile grossier lui déchira la joue, ce qui décupla encore sa fureur. Poussant un rugissement de lion, il bondit sur son adversaire, l'enveloppant dans un irrésistible torrent de rage déchaînée, avant de le brandir à bout de bras, comme s'il s'était agi d'un enfant, et de le projeter à une 12aine de pas de là. Wulfer heurta le sol, la tête la première, et resta immobile, le corps disloqué. Mort. Un silence hébété régna pendant quelques secondes. Puis un grondement de tonnerre s'éleva des rangs des Gaëls, bientôt repris par les Bretons et les Pictes, hurlant comme des loups, jusqu'à ce que les échos des cris et le fracas des épées sur les boucliers parviennent aux oreilles de l'armée en marche des légionnaires, à des lieues de là, vers le sud. « Hommes des grisailles du Nord !» s'écria Bran. « Tiendrez-vous parole à présent ?» Toute l'âme féroce des Nordiques s'exprima dans leurs regards, comme leur porte-parole répondait. Primitifs, superstitieux, nourris depuis toujours des récits de dieux belliqueux et de héros mythiques, ils ne doutaient pas que le combattant aux cheveux noirs soit en réalité quelque être surnaturel envoyé par les dieux farouches de la bataille. Oui, nous n'avons jamais vu pareil individu. Qu'il soit un homme mort, un fantôme ou un diable, nous le suivrons.
Que notre chemin nous mène à Rome ou au Valhalla. Kul comprit le sens de ces paroles, à défaut des mots eux-mêmes. Prenant son épée des mains de Cormac, en le remerciant brièvement, il se tourna vers les hommes du Nord, qui étaient dans l'expectative, et leva son arme au-dessus de sa tête, la brandissant en silence dans leur direction, avant de la remettre dans son fourreau. Sans le comprendre, ils apprécièrent le geste. Maculé de sang, ses vêtements en lambeaux, il offrait une image impressionnante de barbarie, aussi majestueuse que splendide. « Viens !» dit Bran en tirant l'Atlante par le bras. « Une armée marche sur nous, et nous avons beaucoup à faire. Nous n'avons guère de temps pour disposer nos forces avant qu'ils soient sur nous. Accompagne-moi au sommet de cette colline là-bas. » Une fois parvenu en haut, le Picte pointa du doigt. À leurs pieds s'étendait une vallée courant du nord au sud. Naissant d'une gorge étroite au nord, elle s'élargissait progressivement pour déboucher sur une plaine au sud et faisait moins de 1 mile de long. « C'est par cette vallée que vont arriver nos ennemis, » déclara le Picte. « Ils ont des chariots chargés de ravitaillement et de matériel. Le sol est trop accidenté sur les versants des collines pour qu'ils puissent s'y hasarder. C'est ici que nous prévoyons de leur tendre une embuscade. » « Je pensais que tu aurais disposé tes hommes depuis bien longtemps, dit Kul. Qu'en est-il des éclaireurs que l'ennemi ne manquera pas d'envoyer en reconnaissance ? Les sauvages que je commande n'auraient jamais attendu en embuscade aussi longtemps, dit Bran avec une touche d'amertume. Je ne pouvais pas les déployer avant d'être sûr des hommes du Nord. Et même ainsi, je n'aurais jamais osé leur faire prendre position avant maintenant. Il n'est même pas dit qu'ils ne cèdent pas à la panique en voyant un nuage se déplacer dans le ciel, ou une feuille emportée par un courant d'air, et se dispersent comme des oiseaux à l'approche d'une bourrasque de vent glacé. Roi Kul, le sort de la nation Picte est en jeu. On m'appelle roi des Pictes, mais pour l'heure, mon autorité n'est qu'illusoire. Une plaisanterie vide de sens. Les collines grouillent de clans sauvages qui refusent de se battre pour moi. Du millier d'archers à ma disposition, plus de la moitié appartiennent à mon propre clan. Quelques 1800 Romains marchent contre nous. Ce n'est pas à proprement parler une invasion, mais beaucoup de choses dépendent de cette colonne. C'est une première tentative pour essayer d'étendre leurs frontières. Ils ont l'intention de bâtir une forteresse à 1 jour de marche au nord de cette vallée. S'ils y parviennent, ils construiront d'autres forts, cerclant ainsi le cœur des hommes libres de bandes d'acier. Si je remporte la bataille et anéantis cette armée, ma victoire sera double, car les Pictes se rallieront à moi par tribus entières, et la prochaine invasion trouvera face à elle un mur compact de résistance. Si je perds, ils se disperseront, s'enfuyant vers le nord, jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas aller plus loin, et ils se battront clan par clan, et non comme une seule et puissante nation. Je dispose d'1 millier d'archers, de 500 cavaliers, de 50 chars, avec leurs 150 hommes d'équipage, conducteurs et guerriers, et grâce à toi, de 300 pirates nordiques lourdement armés. Comment disposerais-tu les lignes de bataille ? Eh bien, dit Kul, j'aurais barricadé l'extrémité nord de la vallée. Non, cela suggérerait un piège. Mais j'en bloquerai l'accès avec un groupe d'hommes prêts à tout, comme ceux que tu m'as demandé de mener. 300 guerriers pourraient tenir la passe pendant un certain temps, quel que soit le nombre de leurs adversaires. Puis une fois les troupes ennemies aux prises avec ces hommes dans le goulet de la vallée, je ferai pleuvoir un nuage de flèches sur eux aussi longtemps que nécessaire, pour briser leurs rangs, avec des archers disposés sur chaque versant. Enfin, ayant préalablement dissimulé mes cavaliers derrière une crête et mes chars derrière l'autre, je les lancerai simultanément à l'assaut, pour balayer l'ennemi et le réduire en bouillie sanglante. Les yeux de Bran s'illuminèrent. Exactement, roi de Valusie. C'était précisément le plan que j'avais dressé. Mais que fais-tu des éclaireurs ? Les guerriers sont pareils à des panthères. Ils peuvent rester invisibles sous le nez des Romains. Ceux qui s'avanceront dans la vallée ne verront que ce que nous voudrons bien leur laisser voir. Ceux qui s'aventureront de l'autre côté des crêtes ne reviendront pas faire leur rapport. Une flèche est rapide et silencieuse. Tu vois que l'issue de la bataille repose tout entière sur les hommes qui tiendront la passe.
Ils doivent être capables de se battre à pied et de résister à la charge des légionnaires, lourdement armés, suffisamment longtemps pour que le piège puisse se refermer. Les hommes du Nord étaient les seuls dont je disposais pour mener à bien cette tâche. Mes guerriers nus avec leurs courtes épées n'auraient pas résisté une seule seconde à une pareille charge. Pas plus que la cuirasse des Celtes n'a été conçue pour ce genre de choses. De plus, ce ne sont pas des fantassins, et j'ai besoin d'eux ailleurs. Tu vois donc pourquoi j'avais un besoin aussi désespéré des hommes du Nord. À présent, la question est de savoir si tu te tiendras à leur côté pour endiguer la charge des Romains jusqu'à ce que je puisse les prendre au piège. Souviens-toi, la plupart d'entre vous allaient mourir. Kull sourit. J'ai pris des risques toute ma vie, même si tu, mon grand conseiller, dirais que ma vie appartient à la Valusie et que je n'ai aucun droit de la mettre en danger ainsi. Sa voix s'effilocha, et une expression étrange traversa fugitivement son visage. Par Valka, dit-il avec un rire incertain. J'oublie parfois que tout cela n'est qu'un rêve. Tout semble tellement réel. Mais c'est un rêve. Bien sûr que ça l'est. Eh bien alors, si je meurs, je ne ferai que me réveiller comme cela m'est déjà arrivé par le passé. Je te suis, roi de Calédone. Cormac, allant rejoindre ses guerriers, se posait des questions. Assurément, tout ceci n'était qu'une mystification. Et pourtant, il entendit les discussions de ces hommes tout autour de lui, tandis qu'ils prenaient leurs armes et se préparaient à rejoindre leur position. Le roi à la noire chevelure était Ned en personne, le dieu celte de la guerre. Il était un roi ramené d'un passé antédiluvien par Gonnar. Il était un combattant mythique venu du Valhalla. Ce n'était en fait pas un homme mais un fantôme. Non, il était mortel car il avait saigné. Mais les dieux eux-mêmes saignaient, même s'ils ne pouvaient pas mourir. Les controverses allaient bon train. Au moins, songea Cormac, si tout cela n'était qu'une mystification destinée à donner aux guerriers l'impression d'une aide surnaturelle, elle avait fonctionné. La conviction que Kull était plus qu'un simple mortel avait enflammé tout autant les Celtes que les Pictes et les Vikings, leur insufflant une espèce de folie inspirée. Et Cormac se demandait ce que lui-même croyait. Cet homme venait assurément d'une lointaine contrée, et pourtant tout dans son aspect et dans le moindre de ses gestes suggérait vaguement une différence plus grande, qui ne pouvait s'expliquer que par une simple question de distance. La suggestion d'une époque autre, d'abîmes mystérieux, de gigantesques gouffres du temps, qui rangeaient l'inconnu aux cheveux noirs dans une catégorie distincte des hommes avec lesquels il marchait et parlait. Cormac avait l'esprit confus, perdu dans un dédale d'incompréhension, et il partit d'un éclat de rire saugrenu, se moquant de lui-même. Et les deux peuples sauvages du Nord se faisaient face dans le crépuscule. Ils entendirent, et chacun comprit en son fort intérieur. Un troisième grand bruit, apporté par le vent, les murs vivants qui emprisonnent l'humanité, les murs en marche de Rome. Chesterton. Le soleil avait amorcé sa course vers l'ouest. Telle une brume invisible, le silence régnait sur la vallée. Cormac saisit les rênes dans sa main et jeta un coup d'œil de chaque côté sur les arêtes des collines. La bruyère ondoyante qui poussait en abondance sur ses pentes raides ne laissait en rien deviner que des centaines de guerriers indomptables étaient dissimulés là-bas. Ici, dans le défilé étroit qui s'élargissait graduellement vers le sud, se trouvait l'unique signe de vie. Entre les parois abruptes, 300 hommes du Nord étaient massés en rang compact, formant un rempart de boucliers disposés en pointe, bloquant l'accès à la gorge. À l'angle de ce triangle en fer de lance se tenait l'homme appelé Kull, roi de Valusie. Il ne portait pas de casque, seulement le grand bandeau d'or étrangement travaillé et résistant. À son bras gauche était passé le grand bouclier que portait Ragnar de son vivant, et il tenait dans sa main droite la lourde masse de fer qui avait aussi appartenu au roi des mers.
Les Vikings le considéraient avec émerveillement et dans une admiration sauvage. Ils ne pouvaient pas comprendre sa langue, ni lui la leur, mais il n'était pas nécessaire de leur donner d'instructions supplémentaires. Suivant les indications de Bran, ils s'étaient massés dans le défilé avec un seul mot d'ordre: tenir la passe. Bran Mak Morn se tenait juste devant Kull, et ainsi se faisait face celui dont le royaume était encore à venir, et celui dont le royaume s'était perdu dans les brumes du temps, depuis des ères insoupçonnées. Des rois des ténèbres, songea Cormac, des rois sans nom, issus de la nuit, dont les royaumes n'étaient qu'abîmes et ombres. La main du roi Picte se tendit. « Roi Kull, tu es plus qu'un roi, tu es un homme. Nous risquons tous deux de tomber dans l'heure qui vient, mais si nous en réchappons vivants, demande-moi ce qui te plaira. » Kull sourit, répondant à la poignée de main ferme. « Toi aussi tu es un homme selon mon cœur, roi des ombres. Assurément tu es plus qu'un simple produit de mon imagination endormie. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous rencontrer un jour, dans une vie éveillée. » Bran secoua la tête, perplexe, avant de monter en selle et de s'éloigner. Il gravit la pente à l'est et disparut derrière la crête. Cormac hésita. « Homme étrange, es-tu en vérité fait de chair et de sang, ou es-tu un fantôme ? Lorsque nous rêvons, nous sommes tous faits de chair et de sang, aussi longtemps que nous rêvons, répondit Kull. Ceci est le plus étrange cauchemar que j'ai jamais fait. Mais toi qui vas bientôt te dissoudre pour rejoindre le néant quand je me réveillerai, tu me sembles aussi réel maintenant que peuvent l'être Brûle, Kananu, Tu ou Kelkor. Cormac secoua la tête comme Bran l'avait fait avant lui. Et avec un dernier salut, que Kull lui retourna avec une majesté toute barbare, il s'éloigna au trot. Il s'immobilisa un instant au sommet de la crête ouest. Loin vers le sud, un léger nuage de poussière s'élevait dans les airs, et l'on apercevait la tête de la colonne en marche. Il lui semblait qu'il pouvait déjà entendre la terre vibrer imperceptiblement, sous le pas cadencé d'un millier de pieds chaussés de fer, avançant dans un ordre parfait. Il descendit de cheval. Don Mile, l'un de ses chefs, prit sa monture et la conduisit au bas du flanc opposé. Seul un vague mouvement de temps à autre trahissait la présence des 500 hommes qui se tenaient immobiles là, devant leur monture, une main prête à étouffer un éventuel léger hennissement. « Oh !» songea Cormac, « ce sont les dieux eux-mêmes qui ont créé cette vallée pour que Bran puisse y tendre son embuscade. » Le fond était dépourvu d'arbres, et les flancs intérieurs nus, à l'exception de la bruyère qui arrivait à hauteur de taille. Mais au pied du flanc opposé de chacune des crêtes, là où s'était accumulée depuis longtemps la terre arrachée aux pentes rocailleuses, poussait suffisamment d'arbres pour y dissimuler 500 hommes, ou 50 chars de guerre. À la pointe nord de la vallée, Kull et ses 300 vikings étaient à découvert, flanqués par 50 archers pictes. Les Gaëls étaient dissimulés sur le côté ouest de la crête occidentale. Sur l'arête, une centaine de pictes, arcs bandés et flèches encochées, étaient cachés dans les bruyères. Les autres pictes étaient dissimulés sur les flancs du côté oriental, et au-delà se trouvaient les Bretons avec leurs chars, prêts à l'assaut. Ni eux, ni les Gaëls à l'ouest ne pouvaient voir ce qui se passait dans la vallée, mais un système de signaux avait été organisé. La longue colonne s'engageait à présent dans la vallée proprement dite, et leurs éclaireurs, des hommes légèrement armés montant des coursiers rapides, se disséminaient entre les pentes. Ils galopèrent presque jusqu'à portée de flèches de l'armée silencieuse qui bloquait l'accès à la passe, puis s'immobilisèrent soudain. Quelques-uns firent volte-face, repartant au galop vers le gros de la troupe, tandis que les autres se déployaient et s'élançaient au trot vers le sommet des flancs, afin de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. C'était le moment crucial. S'ils avaient le moindre soupçon de l'embuscade qui se préparait, tout était perdu. Cormac, se recroquevillant dans la bruyère, fut émerveillé de la capacité des Pictes à pouvoir se soustraire si complètement à la vue de leurs ennemis. Il vit un cavalier passer à moins de 3 pas de l'endroit où se dissimulait un archer, et pourtant le Romain ne vit rien. Les éclaireurs parvinrent sur les crêtes et scrutèrent les alentours. La plupart d'entre eux firent demi-tour et redescendirent les pentes au trot.
Cormac s'étonna de la désinvolture avec laquelle ils accomplissaient leur mission de reconnaissance. Ils n'avaient jamais combattu les Romains auparavant, ne savaient rien de leur arrogante confiance en eux-mêmes, de leur incroyable sagacité sur certains points, et de leur tout aussi incroyable stupidité sur d'autres. Ces hommes étaient trop sûrs d'eux, sentiment transmis par leurs officiers. Cela faisait des années que des forces calédoniennes ne s'étaient pas opposées aux armées de Rome, et la plupart de ces hommes étaient fraîchement débarqués en Bretagne, appartenant à une légion qui avait été stationnée en Égypte. Ils n'avaient que mépris pour leurs adversaires, et ne se doutaient de rien. Mais garde! Sur la crête opposée, 3 cavaliers avaient fait volter leur monture, et venaient de disparaître du champ de vision de Cormac. Et voilà qu'un autre, juché sur son cheval à quelques dizaines de pas de lui, scrutait longuement et attentivement la masse des arbres au bas de la pente. Cormac vit le soupçon se dessiner sur ce visage brun aux airs de rapace. L'homme se tourna à moitié, comme pour appeler ses camarades, puis il secoua les rênes de sa monture et la guida au pas de la pente, penché sur sa selle. Le cœur de Cormac battit la chamade. Il s'attendait à chaque instant que l'éclaireur fasse demi-tour pour remonter au galop sur la crête et donner l'alarme. Il résista à une folle impulsion de bondir et de se jeter en courant sur le Romain. Assurément, l'homme devait sentir la tension dans l'air. Les centaines d'yeux farouches rivaient sur lui. Il était à présent parvenu au milieu de la pente, hors de vue des hommes de la vallée. Le claquement sec d'un arc fendit le douloureux silence. Avec un cri étranglé, le Romain leva les bras au ciel et s'écroula à terre, la tête la première, tandis que sa monture se cabrait, transpercée par une longue flèche noire qui avait jailli, tel un éclair de la bruyère. Un gnome trapu bondit apparemment de nulle part et saisit la bride, calmant le cheval qui renâclait, et il le conduisit au bas de la pente. À l'instant où le Romain était tombé, des hommes petits et au corps noueux avaient surgi des hautes herbes, comme une soudaine volée d'oiseaux. Cormac aperçut l'éclair d'un couteau. Puis, avec une rapidité irréelle, tout avait disparu. Tueurs et victimes étaient invisibles, et seule la bruyère qui ondoyait encore témoignait de la sinistre exaction. Le Gaël tourna son regard vers la vallée. Les 3 hommes qui avaient franchi l'arête orientale n'étaient pas revenus, et Cormac sut qu'ils ne le feraient jamais. De toute évidence, les autres éclaireurs avaient annoncé que seule une petite bande de guerriers était prête à disputer le passage aux légionnaires. À présent, la tête de la colonne était presque à sa hauteur, et il fut saisi d'un frisson en apercevant ces hommes condamnés qui s'avançaient dans la vallée avec leur superbe arrogance. La vue de leur armure splendide, de leur visage de faucon et de leur discipline impeccable emplit Cormac d'une crainte teintée d'admiration. Pour autant qu'il soit possible d'impressionner un Gaël. 1200 hommes lourdement armés marchaient avec une telle unité que le sol tremblait sous leurs pieds. La plupart d'entre eux étaient de taille moyenne, avec des torses et des épaules puissantes et des visages bronzés, vétérans endurcis d'une centaine de campagnes. Cormac nota leurs javelines, leurs épées courtes et acérées, leurs lourds boucliers, leurs armures étincelantes, leurs casques à cimier, les aigles sur leurs étendards. C'étaient les hommes sous les foulées desquels le monde avait tremblé, et des empires s'étaient écroulés. Tous n'étaient pas latins. Il y avait parmi eux des Bretons romanisés, et une des centuries était composée d'individus gigantesques aux cheveux blonds. Des Gaulois et des Germains, qui se battaient pour Rome aussi férocement que les Romains de souche, et qui en haïssaient leurs cousins insoumis d'autant plus violemment. De chaque côté, un essaim d'éclaireurs à cheval longeait la colonne, flanqué d'archers et de frondeurs. Des chariots brinque-ballants transportaient les provisions de l'armée. Cormac vit le commandant qui chevauchait à sa place attitrée, un homme de grande taille, dont le visage émacié respirait la suffisance, évidente même à cette distance. Marcus Sullius. Le Gaël le connaissait de réputation. Un rugissement rauque s'éleva des rangs des légionnaires comme ils s'approchaient de leurs adversaires. De toute évidence, ils avaient l'intention de s'ouvrir un passage à l'épée et de continuer sans s'arrêter, car la colonne avançait inexorablement. Ceux que les dieux veulent détruire, ils les rendent d'abord fous. Cormac n'avait jamais entendu l'expression fameuse, mais il lui vint à l'esprit que le grand Sullius était un imbécile. L'arrogance romaine,
Marcus avait l'habitude de flageller les peuples veules d'un Orient décadent. Il était loin de se douter que ces races occidentales étaient faites d'acier. Un détachement de cavaliers s'élança au galop vers l'entrée du défilé. Ce n'était qu'une feinte. Poussant des cris retentissants et moqueurs, ils opérèrent une conversion à 3 portées de lance de distance et lancèrent leurs javelines qui ricochèrent avec un bruit métallique, inoffensives sur les boucliers imbriqués des Nordiques impassibles. Mais le chef des cavaliers se montra trop audacieux. Il fonça sur les hommes du Nord et se pencha sur sa selle pour tenter d'atteindre le visage de Kull. Le grand bouclier dévia la lance et le roi Atlante riposta en frappant à la vitesse d'un serpent. La lourde masse broya casque et crâne comme s'il s'était agi d'une coquille d'œuf. La monture elle-même fut projetée sur ses genoux sous l'impact de ce coup redoutable. Un bref rugissement féroce s'éleva des rangs des Nordiques, et les Pictes, qui étaient à leur côté, poussèrent des hurlements extatiques, tout en décochant leurs traits sur les cavaliers qui battaient en retraite. Le peuple de la Bruyère avait versé son premier sang. Les Romains qui s'approchaient poussèrent des cris vengeurs et augmentèrent l'allure comme le cheval terrifié les dépassait, traînant dans le sillage de ses sabots frénétiques la parodie sanglante de ce qui avait été un homme, son pied coincé dans l'étrier. La première ligne des légionnaires, serrés les uns contre les autres du fait de l'étroitesse du défilé, s'écrasa sur le mur compact de boucliers, s'écrasa et fut rejetée en arrière, se repliant sur elle-même. Le rempart de boucliers n'avait pas bougé d'un pouce. C'était la première fois que les légions romaines étaient confrontées à cette indéfectible formation de combat, la plus ancienne de toutes les lignes de défense ariennes, l'ancêtre du régiment spartiate, de la phalange de Thèbes, de la formation macédonienne, du carré anglais. Le bouclier s'écrasa contre le bouclier, et la courte épée romaine chercha l'ouverture dans cette muraille d'acier. Les lances vikings, brandies en ligne compacte et hérissées au-dessus des boucliers, plongèrent et se teintèrent d'écarlate. Les lourdes haches s'abattirent, déchirant et traversant fer, chair et os. Cormac aperçut Kull dominant de sa stature les Romains trapus, se battre à la pointe de la mêlée, assénant des coups de tonnerre. Un centurion solidement charpenté se jeta sur lui, brandissant son bouclier tout en portant une botte par en dessous. La masse d'armes s'abattit avec un bruit retentissant, faisant voler en éclats l'épée, arrachant le bouclier, fracassant le casque et broyant le crâne en dessous qui s'enfonça entre les épaules. Le tout en un seul coup. La première ligne des Romains se tordit comme une barre de fer autour de la pointe de la formation des hommes du Nord, tandis que les légionnaires s'efforçaient de se découper un passage de chaque côté et d'encercler leurs adversaires. Mais la passe était trop étroite. Accroupis près des parois abruptes, les Pictes faisaient pleuvoir une grêle noire et mortelle de flèches. À cette distance, les traits lourds s'enfonçaient à travers boucliers et corselets, transperçant les hommes en armure. La première ligne des assaillants reflua, brisée et ensanglantée. Les hommes du Nord piétinèrent leurs quelques morts, afin de resserrer leurs rangs et de combler les trous qu'ils avaient causés en tombant. Devant eux, sur toute la largeur du front, gisait une mince ligne de forme disloquée. L'écume sanglante de la vague qui s'était brisée sur eux, en vain. Cormac se redressa d'un bond et agita les bras. À ce signal, Don Mail et ses hommes sortirent de leur abri et se lancèrent au galop, vers le sommet de la crête, où ils se déployèrent le long de l'arête. Cormac enfourcha la monture qu'on lui apporta, et jeta un coup d'œil impatient de l'autre côté de l'étroite vallée. Aucun signe de vie sur la crête orientale. Où étaient Bran et les Bretons? Dans la vallée, les légionnaires écumaient de rage. Face à la résistance inattendue de la force dérisoire qui s'opposait à eux, ils resserraient leurs rangs, sans se douter de quoi que ce soit. Les chariots s'ébranlèrent de nouveau en brinque-ballant, et la colonne tout entière se remit en marche, comme s'ils avaient l'intention de forcer le passage, sous l'impact de leur seule puissance. La centurie de Gaulois en première ligne, les légionnaires repartirent à l'assaut. Appuyés cette fois par les 1200 hommes derrière eux, leur charge réduirait à néant la résistance des guerriers de Kull, et enfoncerait leurs rangs comme un bélier, pour ensuite piétiner les pulpes sanglantes de leurs cadavres. Les hommes de Cormac frémirent d'impatience. Soudain, Marcus Tullius se tourna et porta son regard vers l'ouest, là où la ligne des cavaliers se découpait sur le ciel. Même à cette distance, Cormac vit son visage pâlir.
Le Romain avait compris de quel acier étaient faits ses adversaires, et qu'il avait mis le pied dans un piège. Le Celte était certain qu'une image chaotique venait de traverser son esprit. La défaite, la disgrâce et une ruine écarlate. Il était trop tard pour battre en retraite, trop tard pour former un carré de défense en se servant des chariots comme barricade. Il n'y avait qu'une seule issue possible. Et Marcus, fin général, en dépit de la récente bévue, saisit sa dernière chance. Cormac entendit sa voix percer le fracas ambiant, comme un clairon. Et même s'il ne comprenait pas les mots, il savait que le Romain hurlait à ses hommes de briser ce barrage de Nordiques, pour les emporter comme un torrent, de se tailler un chemin à l'épée, pour échapper au piège avant qu'il se referme sur eux. Les légionnaires, prenant conscience de la situation désespérée dans laquelle ils se trouvaient, se jetèrent férocement sur leurs adversaires. Le mur de fer fut ébranlé, mais ne céda pas d'un pouce. Par-dessus leurs boucliers, les Gaulois, au visage déformé par la fureur, et les Romains, aux traits bruns et durs, dardaient leurs regards féroces sur les yeux flamboyants des hommes du Nord. Boucliers pressés les uns contre les autres, ils frappèrent, tuèrent et moururent dans un holocauste écarlate dans lequel les haches ensanglantées se levaient et s'abattaient, et les lances dégoulinant de sang se brisaient sur des épées ébréchées. Au nom de Dieu, où étaient Bran et ses chars de guerre? S'il attendait encore quelques minutes, cela signifierait la fin de tous les hommes qui tenaient la passe. Ils tombaient déjà en grand nombre, mais continuaient à resserrer les rangs et à tenir bon, en une inflexible ligne d'acier. Ces hommes sauvages venus du nord mouraient sur place. Dominant leur tête dorée, la crinière noire et léonine de Cul brillait tel un symbole de carnage, et sa masse d'armes rougie moissonnait sang et cervelle dont elle aspergeait l'air en une pluie terrifiante. Quelque chose céda dans l'esprit de Cormac. « Ces hommes vont mourir pendant que nous restons là à attendre le signal de Bran !» hurla-t-il. « En avant! Suivez-moi en enfer, fils de Gaël !» Un rugissement sauvage fut la seule réponse. Agitant ses rênes, il s'élança à vive allure au bas de la pente, et 500 cavaliers plongèrent à sa suite en hurlant. À ce même instant, un torrent de flèches s'éleva de part et d'autre, assombrissant la vallée dans un nuage noir, et la formidable clameur des Pictes fendit les cieux. Quelques instants plus tard, les chars de guerre surgissaient de la crête orientale. Ils dévalèrent irrésistiblement la pente, dans un puissant rugissement. De l'écume volant des naseaux dilatés des chevaux, dont les sabots, frénétiques, semblaient à peine toucher le sol, indifférents à la haute bruyère. Bran MacMorn était dans le char de tête, et ses yeux noirs flamboyaient. Derrière lui, les équipages de Bretons nus poussaient des hurlements et cravachaient leurs montures comme s'ils étaient possédés par des démons. Les Pictes s'élancèrent derrière les chars, lancés à toute vitesse, vociférant comme des loups et décochant leurs traits tout en courant. La bruyère les vomit de tous les côtés en une vague noire. Cormac entrevit tout cela en une série d'aperçus chaotiques, tandis qu'il chevauchait à bride abattue vers le bas de la pente. Un groupe de cavaliers s'interposa entre lui et la colonne principale des Romains. Précédant ces hommes de la longueur de 3 lances, le prince gaélique affronta les javelines des cavaliers romains. La première fut déviée par son bouclier. Il se dressa sur ses étriers et frappa vers le bas, fendant le corps de son adversaire de l'épaule au sternum. La lance du deuxième Romain tua Donmail, juste au moment où la monture de Cormac s'écrasait sur lui, poitrail contre poitrail. Le cheval romain, plus léger, bascula sous le choc, désarçonnant son cavalier qui fut piétiné par les sabots furieux. Puis la cavalerie romaine subit de plein fouet le choc de la charge des Gaëls, qui la disloquèrent, l'emportèrent et la balayèrent sur leur passage. Les démons hurlants de Cormac piétinèrent les restes sanglants des Romains pour s'abattre sur l'infanterie lourde. Toute la ligne de front vacilla sous le choc. Les épées et les haches se levèrent et s'abattirent en étincelant, et l'impétuosité de la charge porta les Gaëls au cœur des rangs compacts de leurs ennemis. Les javelines s'enfoncèrent, les épées brandies étincelèrent en un éclair, fauchant hommes et cavaliers. Très inférieurs en nombre, les Gaëls auraient pourtant succombé au milieu de leurs ennemis. Mais à cet instant, arrivant de l'autre côté, les chars de guerre heurtèrent de plein fouet les flancs romains. Disposés en une longue ligne, ils frappèrent au même instant.
Les conducteurs firent vibrer leurs montures juste avant l'impact et les lancèrent en parallèle des flancs ennemis, fauchant les Romains comme du blé. En quelques instants, des centaines d'entre eux moururent sous ces faux incurvés. Bondissant des chars en hurlant comme des chats sauvages assoiffés de sang, les guerriers bretons se jetèrent sur les lances des légionnaires, tailladant sauvagement à grands coups de leurs épées à 2 mains. Les Pictes ramassés sur eux-mêmes décochèrent leurs traits à bout portant avant de se jeter dans la mêlée pour frapper de taille et d'estoc. Rendus fous par la victoire qu'ils devinaient proche, ces êtres sauvages étaient pareils à des tigres blessés. Ne sentaient pas les blessures et mouraient sur leurs pieds avec un féroce grognement de rage pour dernier soupir. La bataille n'était pourtant pas encore gagnée. Hébétés, brisés, leur formation disloquée et près de la moitié d'entre eux déjà à terre, les Romains ripostèrent avec l'énergie du désespoir. Pris à partie de tous côtés, ils tailladaient et frappaient, se battant seuls ou par petits groupes, en s'adossant les uns aux autres. Archers, frondeurs, cavaliers et fantassins cuirassés se confondirent en une masse chaotique. La confusion était totale, mais la victoire n'était pas encore acquise. Ceux qui étaient confinés dans le goulet d'étranglement du défilé se jetaient toujours sur les haches rouges qui leur battaient la voie, tandis que la bataille rangée faisait rage dans leur dos dans un bruit de tonnerre. Sur un côté, les Gaëls de Cormac fulminaient et abattaient leurs épées cinglantes. De l'autre, les chars battaient et repassaient, avançant et se retirant rapidement en tourbillons d'acier. Il n'y avait pas de retraite possible, car les Pictes avaient tendu un cordon de défense, se déployant sur la voie que les Romains avaient empruntée pour entrer dans la vallée. Ils avaient égorgé les hommes d'indépendance et s'étaient emparés des chariots. À présent, leurs traits s'abattaient en un orage de morts sur les arrières de la colonne brisée. Ces longues flèches noires transperçaient armure et os, clouant leurs adversaires les uns aux autres. Pourtant, le carnage n'était pas limité à un seul camp. Des Pictes mouraient sous les coups foudroyants des javelines et des courtes épées. Des Gaëls immobilisés sous leurs chevaux morts étaient taillés en pièces, et des chars, séparés de leurs montures, étaient baignés du sang de leur équipage. Les vagues d'assaut se succédaient dans le goulet, déferlant et refluant. « Grand Dieu !» songea Cormac, jetant un regard rapide entre 2 coups assénés à la vitesse de l'éclair. « Ces hommes tiennent-ils toujours la passe ? Oui, ils ont tenu bon. » Ils n'étaient plus qu'un 10e de leur effectif initial, mouraient sur place, mais ils tenaient toujours en échec la charge des légionnaires, dont le nombre allait faiblissant. Le rugissement et le fracas des armes recouvraient la plaine tout entière. Des rapaces surgirent à l'ouest avec le soleil couchant et tournoyèrent au-dessus des combattants. Cormac, s'efforçant de rejoindre Marcus Sullius à travers la mêlée, aperçut la monture du Romain s'écrouler sous lui. Puis son cavalier se redressait, seul au milieu d'une horde d'ennemis. Il vit l'épée romaine étinceler à 3 reprises, assénant un coup fatal à chaque fois. Puis, du cœur de la mêlée bondit une silhouette terrifiante. C'était Bran MacMorn, maculé de sang de la tête aux pieds. Il jeta au loin son épée brisée, tout en courant et dégaina un poignard. Le Romain frappa, mais le roi Picte s'était penché pour esquiver avant de saisir le poignet droit de son adversaire, immobilisant la lame qui s'abattait sur lui. Il enfonça alors à de multiples reprises son poignard à travers l'armure étincelante. Un rugissement titanesque s'éleva au moment où Marcus mourut. Cormac poussa un cri et rallia les restes de ses forces autour de lui. Et prenant leur monture, ils s'engouffrèrent entre les lignes disloquées et partirent au galop vers l'autre bout de la vallée. Alors qu'ils s'en approchaient, il vit qu'il arrivait trop tard. Comme ils avaient vécu, ils avaient péri, ces féroces loups des mers, le visage tourné vers leur ennemi, leurs épées brisées et ensanglantées à la main. Ils gisaient en un bloc sinistre et silencieux, ayant préservé leur formation en bouclier jusque dans la mort. Parmi eux, devant eux et tout autour d'eux, étaient entassés les cadavres de ceux qui avaient tenté en vain de briser ce rempart. Ils n'avaient pas cédé d'un pouce. Jusqu'au dernier, ils étaient morts sur place. Mais il n'y avait personne pour enjamber leur corps mutilé. Les quelques Romains qui avaient échappé aux haches vikings avaient été fauchés par les traits des Pictes et les épées des Gaëls dans leur dos.
La bataille n'était pas achevée pour autant. Du sommet de la pente escarpée à l'ouest, Cormac assista à la conclusion de ce drame. Un groupe de Gallois portant cuirasse romaine se pressait contre un seul homme, un géant à la noire chevelure, sur la tête duquel étincelait une couronne dorée. Il y avait du fer dans ces guerriers, tout autant que dans l'homme qui les avait acculés à leur destin. Ils étaient condamnés, leurs camarades se faisaient massacrer dans leur dos, mais avant que leur heure survienne, ils réussiraient quand même à prendre la vie du chef aux cheveux noirs, qui avait commandé aux hommes blonds venus du nord. L'assaillant de 3 côtés à la fois, il l'avait contraint à reculer lentement, jusqu'à ce qu'il se retrouve adossé à la paroi abrupte de la falaise. Les cadavres recroquevillés qui gisaient tout le long de sa retraite témoignaient de la férocité avec laquelle chaque pouce de terrain avait été disputé. Il était déjà ardu de simplement garder son équilibre en cet endroit. Et pourtant, ces hommes gravissaient la pente raide tout en se battant. Le bouclier de Kull et son énorme masse d'armes avaient disparu, et la grande épée qu'il tenait dans sa main droite était maculée d'écarlate. Sa côte de maille, assemblée avec un art oublié, était disloquée, et du sang s'écoulait d'une centaine de blessures sur ses membres, sa tête et son tronc. Mais ses yeux luisaient toujours de la joie de la bataille, et son bras fourbu maniait toujours la puissante lame, assénant des coups mortels. Cormac vit cependant que l'homme succomberait avant qu'il ait pu le rejoindre. À cet instant, sur l'arête de la colline, une haie de lames menaçait la vie de l'étrange roi, et même sa force de fer l'abandonnait. Il fendit en deux le crâne d'un gigantesque guerrier, et d'un revers sectionna les muscles du cou d'un autre. Vacillant sous un déluge de coups d'épée, il frappa de nouveau, et sa victime s'écroula à ses pieds, le corps fendu jusqu'au sternum. Puis, alors qu'une douzaine de lames se dressaient au-dessus de l'Atlante titubant pour délivrer le coup de grâce, il se produisit une étrange chose. Le soleil sombrait dans la mer à l'ouest, la bruyère ondoyant au vent rougeoya comme une mer de sang. Se découpant sur le soleil agonisant, comme il était apparu la première fois, se dressait Kull. Soudain, tel un brouillard qui se dissipe, un gigantesque panorama s'ouvrit derrière le roi chancelant. Les yeux ébahis de Cormac aperçurent fugitivement des lieux et des paysages autres, comme s'il voyait, réfléchi par les nuages d'été, un pays lointain et majestueux, aux montagnes bleutées, aux lacs, aux eaux étales et étincelantes, telles que le monde n'en avait pas connu depuis des temps immémoriaux. Puis, comme un mirage qui s'évanouit, il n'y eut plus rien. Mais les Gaulois sur la crête avaient laissé tomber leurs armes, et restaient là, bouche bée, et frappés de stupeur, car l'homme appelé Kull avait disparu, et il ne restait aucune trace de son départ. Comme hébété, Cormac fit volter sa monture et galopa de l'autre côté du champ de bataille piétiné. Les sabots de son cheval pataugeaient dans des mares de sang et résonnaient en heurtant les casques d'hommes morts. À l'autre bout de la vallée retentissait le cri de la victoire. Pourtant, tout semblait obscur et étrange. Une silhouette s'avançait à grands pas au milieu des cadavres déchiquetés, et Cormac comprit vaguement qu'il s'agissait de Bran. Le Gaël sauta au pas de sa monture et fit face au roi. Bran était sans armes et maculé d'écarlate. Du sang s'écoulait de profondes plaies au front, au torse et aux membres. Sa cuirasse avait disparu, mise en lambeaux, et un coup d'épée avait entaillé sa couronne de fer, la traversant de moitié. Mais le joyau étincelait toujours, intact, tel un astre de carnage. « J'ai bien envie de te tuer, » dit le Gaël d'un ton grave, comme désorienté, « car tu as le sang d'homme courageux sur ta conscience. Si tu avais donné le signal de la charge un peu plus tôt, quelques-uns auraient survécu. » Bran croisa les bras. Son regard était tourmenté. « Frappe si tu le veux. Je suis malade de ce massacre. C'est une coupe d'hydromel bien amère, cette fonction royale. Un roi doit jouer avec la vie des hommes et les épées nues. La vie de ceux de mon peuple était en jeu. J'ai sacrifié les Nordiques, oui, et mon cœur en est peiné, car c'étaient des hommes. Mais si j'avais donné l'ordre au moment où tu le souhaitais, les choses auraient pu tourner à notre désavantage. Les Romains n'étaient pas encore massés dans le goulet,
et ils auraient peut-être eu le temps et l'espace nécessaires pour reformer leurs rangs et nous défaire. J'ai attendu jusqu'au dernier moment, et les guerriers des mers sont morts. Un roi appartient à son peuple et ne peut laisser ni ses propres sentiments, ni la vie des autres l'influencer. À présent, mon peuple est sauvé, mais mon cœur est glacé au fond de moi. Cormac laissa tomber la pointe de son épée au sol avec lassitude. « Tu es né pour être roi, Bran », déclara le prince Gaël. Une brume sanglante flottait au-dessus de toute chose. Les barbares victorieux dépouillaient les cadavres, tandis que les quelques Romains qui avaient échappé à la mort en jetant leurs épées à terre et qui étaient à présent sous bonne garde, assistaient à ce spectacle avec des yeux brûlants de rage. « Mon royaume et mon peuple sont sauvés, » dit Bran sur un ton las. « Ils accourront de la bruyère par milliers, et lorsque Rome se mettra de nouveau en marche contre nous, elle trouvera devant elle une nation solide. Mais je suis épuisé. Qu'est-il advenu de Kull ? » « Mes yeux et mon cerveau étaient embrumés par la bataille, » répondit Cormac. « Il m'a semblé le voir disparaître comme un spectre dans le crépuscule. Je vais chercher son cadavre. »« Ne le cherche pas, » dit Bran. « Il est venu avec le soleil levant. Il est parti avec le soleil couchant. Il est venu à nous à travers les brumes du temps, et il est reparti de la même façon, vers son propre royaume, sa propre couronne, sa propre époque. » Cormac se retourna et s'éloigna. La nuit commençait à tomber. Gonnar se tenait devant lui tel un spectre blanc. « Vers son propre royaume, » répéta le sorcier. « Le temps et l'espace ne sont rien. Kull est reparti vers son propre royaume, sa propre couronne, sa propre époque. » Alors il s'agissait d'un fantôme ? N'as-tu pas senti sa poignée de main vigoureuse ? N'as-tu pas entendu sa voix ? Ne l'as-tu pas vu manger et boire, rire, tuer et saigner ? Cormac restait toujours immobile, comme en transe. Mais s'il est possible pour un homme de passer d'une époque à une époque qui n'existe pas encore, ou de venir d'un siècle mort et oublié, comme tu voudras, avec son corps de chair et de sang, et ses armes, alors il est tout aussi mortel qu'il est dans sa propre époque. Kull est-il donc mort ? Il est mort il y a 100 000 ans, selon la façon dont les hommes calculent le temps, répondit le sorcier. Mais dans sa propre époque. Il n'est pas mort de blessures que lui ont infligées les Gaulois de cette époque-ci. N'avez-vous pas entendu certaines légendes qui prétendent que le roi de Valusie a un jour fait un voyage dans une contrée étrange, appartenant au temps brumeux du futur, où il livra une grande bataille? Mais voyons, c'est bien ce qu'il a fait. Il y a 100 000 ans. Ou aujourd'hui. Il y a 100 000 ans, ou quelques instants, Kull, roi de Valusie, s'est réveillé sur sa couche de soie, dans sa chambre secrète, et a déclaré en s'exclafant au premier Gonnar: « Ah, sorcier, j'ai fait un rêve étrange en vérité, car dans mes visions j'ai voyagé dans une contrée et une époque lointaine, et me suis battu pour le roi d'un étrange peuple des ombres. » Le grand sorcier alors sourit, et a pointé silencieusement le doigt sur l'épée rougie et ébréchée, sur la côte de mailles déchirée, et sur les nombreuses blessures qu'avait le roi. Et Kull, à présent parfaitement réveillé de sa vision, et ressentant l'aiguillon de ses blessures encore ouvertes et la faiblesse qu'elles entraînaient, s'est tu, brusquement désorienté. La vie, le temps et l'espace lui parurent comme un rêve de fantôme, et il s'interrogea dès lors pour le restant de ses jours, car la sagesse des éternités déniait même au prince, et Kull ne pouvait pas plus comprendre ce que Gonnar lui avait dit que toi, mes propos. « Donc Kull a survécu en dépit de toutes ses blessures, » dit Cormac, « et il est retourné dans les brumes du silence et des siècles. Eh bien, il pensait que nous étions un rêve, et nous pensions qu'il était un fantôme. Assurément, la vie n'est qu'une toile tissée de fantômes, de rêves et d'illusions. Et je suis d'avis que le royaume qui est né en ce jour des épées et du carnage dans cette vallée infernale
n'est guère plus tangible que l'écume des vagues sur la mer étincelante.